Oh, c'est pas vrai. Quoi? On est en train de nous pirater? Je suis sûr qu'on nous vole nos données génétiques, mais bon sang, faut absolument faire quelque chose. Mais relax. Mais comment ça, relax, on nous pirate? Mais non, j'ai installé NordVPN. NordVPN? Ben oui. Avec NordVPN, tu peux changer ton adresse IP et faire croire que tu te trouves dans un autre pays. Résultat, accès aux prix locaux parfois largement moins chers. Les billets d'avion Brive-la-Gaillarde-Pau, par exemple. Eh ben, ils sont vachement moins chers si tu les prends au Costa Rica que si tu les prends en France. Mais surtout impossible pour un hacker de lire quoi que ce soit. Le trafic est entièrement crypté, les malwares et les trackers, eux, se retrouvent bloqués, et tu peux protéger jusqu'à 10 appareils à la fois. Que ce soit sur Windows, macOS, Android ou iOS, et accéder à des contenus normalement bloqués dans ta région. Les catalogues étrangers, les films indisponibles en France ou ailleurs. Tu télécharges l'application via le lien en description, tu te connectes, tu bénéficies d'une super offre pour l'année, et tu dors sereinement puisque tes appareils sont protégés. Pas besoin d'être un ingénieur d'InGen pour comprendre. Et s'il y a un souci, NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Tiens, tu vois? NordVPN a tout verrouillé. Le hacker peut pas avoir accès à nos fichiers. Ah ouais, c'est incroyable! Et c'est aussi sécurisé que nos enclos? Non, faut pas exagérer. Nos enclos sont moins sécurisés que NordVPN. On a eu 7 évasions ce mois-ci, je te rappelle. Ouais, au moins, on a NordVPN, quoi. Monstre de film numéro 62, première. Ça, c'est un cadeau d'un fan. Si jamais les impressions 3D, ça vous botte, il s'appelle Serial Printing. On a mis le lien dans la description. C'est absolument pas une sponsor, mais c'est juste qu'il nous a fait un cadeau absolument génial. Donc, il n'y a pas de raison qu'on lui rende pas service. Bon, étant donné que la vidéo sur Jurassic World est la plus vue de toute la chaîne, je crois qu'on a passé les 800 000 vues dessus, je pense que vous attendiez avec impatience qu'on revienne sur la saga. Est-ce que ça va encore durer 1 heure? Possible. Jurassic World Fallen Kingdom, ou Le Monde Jurassique, le Royaume déchu, dans la langue de Garou, est un film d'aventure science-fiction américain sorti le 6 juin 2018. Cette fois, la réalisation n'a pas été confiée à Colin Trevorrow, qui est resté toutefois scénariste et producteur délégué, mais à Juan Antonio Bayona, un réalisateur espagnol qui, à mon grand étonnement, compte peu de longs métrages à son actif. Il s'est fait connaître avec L'Orphelinat, The Impossible et Quelques minutes après minuit, a ensuite transformé l'essai avec Jurassic World Fallen Kingdom, puis n'a rien fait pendant 5 ans, à part réaliser 2 épisodes de la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, et scénariser le court-métrage Jurassic World Battle à Big Rock. Et après, il a tourné Le Cercle des Neiges, et depuis, on attend son prochain film. 6 mois après les événements de Jurassic World, un groupe d'hommes se pointe sur Isla Nublar pour récupérer un fragment du squelette de l'Indominus Rex dans le bassin du Mosasaur. Ce qui était là doit être mort maintenant. Et comment ça devrait? Vous avez pas vérifié avant? L'échantillon remonte à la surface où il est récupéré par un hélico. Bah, c'était évident. Enfin, vous allez dans un bassin où il y avait un mosasaure géant, vous vérifiez même pas s'il est mort avant d'y aller. Il a mangé quoi, le mosasaure, pendant 6 mois? Je sais pas, il a dû manger le scénario du film, peut-être. D'ailleurs, à la surface, c'est pas loin d'être la même salade. Le mec chargé d'ouvrir et fermer la porte du bassin est pourchassé par le T-Rex. Il court jusqu'à l'hélico et chope de peu l'échelle. Le tyrannosaure aussi. Et le pilote est un très bon pilote parce que entre la tempête et le T-Rex, c'est un miracle que l'hélico se soit pas encore... La vache! Putain, dure journée pour le mec, hein. Il échappe de peu à un T-Rex et il se fait bouffer par un mosasaure. Putain, j'espère que sa famille aura de sacrées indemnités, hein. Puis j'espère que lui, il a été payé double. Tenez votre échantillon, monsieur. Attention, vous allez le saigner avec votre sang, là. Et sinon, je serai payé cette fois-ci? Oui! Allez, tire-toi maintenant. Oui, monsieur. Et prends une douche, Patrick, putain. Bien, monsieur. Bref, les mecs repartent avec le petit bout d'Indominus Rex pendant que le monstre marin se tire par la grande porte, restée ouverte à cause du T-Rex qui en a écrasé la commande. On fait ensuite un bond de 2 ans et demi dans le futur, donc 3 ans après la débâcle de Jurassic World, et voilà le mont Cibo, l'unique volcan d'Isla Nublar qui menace l'île et ses occupants.
L'opinion publique est divisée en deux catégories. Ceux qui estiment qu'ils doivent disparaître, d'ailleurs parmi eux il y a un certain professeur Ian Malcolm, Nous devrions laisser nos magnifiques et glorieux dinosaures être emportés par le volcan. et ceux qui veulent les sauver. Comme Claire, par exemple, qui est maintenant à la tête du DPG, le groupe de protection pour les dinosaures, qui récolte des fonds pour leur créer une réserve isolée du monde où ils pourront prospérer. Une génération entière a grandi dans un monde où des dinosaures existent pour de vrai. Sauf qu'après le plaidoyer de Malcolm devant le Congrès, il a été décidé que personne ne ferait quoi que ce soit de légal pour sauver les animaux d'Isla Nublar. Rien de légal. Donc quelque chose d'illégal où on fait bosser des enfants et des infirmes et où on leur fait manger de l'uranium, c'est faisable. On ferme les yeux. Dès que la nouvelle tombe, Claire reçoit un appel d'un certain Benjamin Lockwood, qui lui demande de venir. La vache, le mec est blindé. Putain, il a un château immense. Oh. Oh. Je me suis promis que je chialerais pas. Dans un premier temps, elle rencontre Ellie Mills, le gestionnaire de la fondation de Monsieur Lockwood. Il lui fait visiter l'endroit et putain, le mec a son propre musée. Non mais il a son propre musée, c'est méga classe. Bon, il s'avère que Benjamin Lockwood est en fait un lointain ami de John Hammond, et qu'ils ont tous les deux travaillé à la conception de Jurassic Park et à la mise au point des techniques génétiques qui ont permis de redonner vie aux dinosaures. Mais un différend les a séparés. Alors histoire d'honorer la mémoire de son défunt ami, il veut leur offrir un refuge. Nous leur avons créé un sanctuaire. Aucune clôture, aucune cage, aucun touriste. Le vieux part prendre son traitement parce qu'il est très malade et il demande d'ailleurs à voir sa petite fille, Maisie, qui joue avec les nerfs de sa gouvernante, Iris. Non mais quel chameau tu fais! Est-ce que ma mère l'a visité, le parc? Une fois. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le plan de Mills. Une équipe va se pointer sur l'île avec tout l'équipement possible pour récupérer le plus d'animaux. Claire va les accompagner et leur donner l'accès au système informatique qui leur permettra de retrouver les dinosaures plus facilement avec leur traceur GPS. Mais un des dinos sera un peu plus difficile à capturer que les autres. Blue. Blue est peut-être la seconde forme de vie la plus intelligente sur Terre et la dernière de son espèce. Et pour l'attraper, qui c'est qu'on appelle? Owen Grady, qui est parti jouer les Mormons dans un endroit ma foi magnifique, parce qu'ils se sont séparés. Alors qu'à la fin de Jurassic World, ils ont dit ça. Et nous maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se quitte plus tous les deux. C'est bien la peine de nous faire des scènes d'amour à la mort moelle-neu pour qu'au final tout le monde se sépare. Ça me rappelle la déception que j'ai ressentie quand j'ai vu Ellie avec un autre mec que Alan Grant dans Jurassic Park 3. Bref, Owen refuse de venir parce que c'est du suicide, pour le coup il est censé, et laisse même Claire sans voix quand elle lui demande s'il laisserait Blue mourir. Ben oui. Mais Owen, t'as presque élevé cet animal. Oui, c'était un projet militaire à la base. Je comptais pas lui faire des concours de dressage. Mais elle va mourir là, hein. Mais nous aussi, si on y va. Owen. Mais rappelle-toi quand elle était toute petite. Le petit cri qu'elle faisait, c'était... Mais c'est pas un chien, bordel! Mais il change d'avis après avoir revu les vidéos où il dressait la Raptor Squad. Sont-ils pas mignonnes, toute petite comme ça, là? Ouh, dou, dou, dou. Ah, c'est mignon, hein? Ouais. Mais non, c'est pas mignon, c'est des bestioles qui sont mortellement dangereuses à 8 mois, ça fait peur aux gosses dans les cuisines, c'est des petites futées, arrêtez de les regarder comme des noms de dieu de faire bise. Du coup, il rejoint Claire et deux membres du DPG, Zia Rodriguez et Franklin Webb, respectivement paléo-vétérinaire et analyste, et font route vers Isla Nublar. Là-bas, Ken Whitley et son équipe les attendent. À peine sont-ils arrivés que les affaires commencent. Le paysage a changé, mais l'âme reste la même. Mais attends, d'où il sort le brachiosaure? Il n'était pas sur la liste dans le premier film? On n'en a même pas vu un seul, c'est ce qu'il y a de plus gros sur l'île. Après l'émerveillement, place à l'action. L'équipe se rend dans un relais de contrôle où Franklin est bien plus à son aise. Il réactive le système du parc et trouve tous les dinosaures, y compris Blue. Alors Owen se lance à sa poursuite avec une partie de l'équipe de Ken. Sauf que la Raptor est pas si facile que ça à approcher. Elle vous repère à l'odeur à 2 km, vous n'arriverez jamais à la capturer. Alors Owen se lance seul à sa poursuite avec un pistolet. Au cas où, hein. Parce que dans une forêt où il peut trouver des dinosaures comme un carnotaure, un allosaure ou même encore un tyrannosaure, un pistolet c'est suffisant. Bon, bref, il la trouve. Enfin, non, c'est plutôt elle qui le trouve. Ah.
C'est la voiture du premier film. Mais attends, elle devrait être au pied d'un grand arbre. Et par rapport à la position de l'enclos du T-Rex sur l'île, elle est pas au bon endroit. On serait pas devant un clin d'œil mal branlé. Bref, Blue reconnaît finalement son maître, mais leurs retrouvailles sont gâchées par Ken et son équipe. Et je rappelle que cet animal est censé sentir une présence à 2 km. Comment elle a fait pour pas les sentir arriver? Mystère. C'est pas grave. Alors Blue se fait sédater, mais c'est pas suffisant, elle a encore assez d'énergie pour sauter sur un mec et le tuer. Sauf qu'en rendant l'âme, celui-ci lui tire une balle dans le bide. Et ça, c'est pas bon. Parce que les mecs sont pas là pour sauver les dinos, mais pour les capturer pour Mills. Whitley, qu'est-ce que vous foutez? On a déjà perdu une journée sur notre planning. Je veux le fric sur mon compte avant de débarquer. Et Blue est l'élément le plus important de cette moisson. Ils embarquent alors la Veto pour soigner l'animal sur le chemin du retour et laissent Owen sur place. C'est un tranquillisant, je vous rassure. Tout d'un coup, le volcan s'active sérieusement, et les secousses provoquées par son grondement enferment Franklin et Claire dans le relais de contrôle. Manque de bol pour eux, de la lave s'infiltre par les fissures du bâtiment, et en plus ils reçoivent la visite d'un baryonyx. C'est possible que la lave lui fasse pas plus de dégâts que ça? Bah, il y a de nombreuses études qui tentent à prouver que la peau des dinosaures était vachement épaisse, bien plus que celle des rhinos ou des éléphants, ce qui est logique, c'est des gros animaux, bien plus gros. Donc je pense que ça devait pas être facile à pénétrer. Maintenant, c'est de la lave à 800-900 degrés. Au pire des cas, si ça lui fait pas trop de dégâts, je pense qu'après s'être fait brûler la couenne, à mon avis, il courrait pour sa vie. Hein. Il chercherait pas à bouffer les 2 petites bestioles qui sont cachées derrière le rideau de lave. Ah, puis ils se crament pas qu'une fois en plus, hein. Bon, ils échappent de peu aux dinos et sortent grâce à une échelle, mais les ennuis sont pas finis. De son côté, Owen a fort à faire avec sa paralysie. Il manque de se faire écraser par un Sinocératops un petit peu trop tactile. Mais c'est pareil, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il était pas sur la liste. Mais on s'en fout. Tu vas pas nous pomper l'air avec des détails à la con comme ça. Non mais dis donc. Tu veux pas aller t'asseoir sur des ronces pour te calmer, toi? Et doit vite reprendre le contrôle de son corps pour éviter de finir en chamallow de scout. Heureusement, le sédatif ne fait plus vraiment effet. Alors que moi, quand je reviens de chez le dentiste, j'ai la gueule en biais pendant 6 heures. Bref, il part en courant et rejoint Claire et Franklin avec tous les dinosaures de l'île au cul. Il trouve refuge derrière une gyrosphère et des arbres, mais le bouclier est un peu faible face aux dizaines de tonnes qui se fracassent dessus. Un ultime coup de tête fait avancer la gyrosphère, ce qui leur donne l'occasion de monter dedans. Alors, c'est très bien de voir un Carnotaure, hein. Ça fait une nouvelle espèce, c'est très intéressant, surtout qu'en plus il est bien fait. Mais là en fait il y a une île qui explose, je pense qu'il a autre chose à foutre. Après, il est peut-être juste con. Ouais, enfin, il y a des limites. Un carnivore, ça passe pas son temps à courir après la bouffe. Il faut le calmer, là. Voilà. Et puis ça fait un bon plan pour la bande-annonce, en plus. Allez, faut foutre le camp, maintenant. Parce que non seulement il y a de la lave, mais il y a aussi une nuée ardente. Mais putain, c'est quel type de volcan ? Comment ça? Quel type? Eh bien, tu vois, Timmy, il existe 2 types de volcans. Le premier, dit effusif, a un magma qui est très fluide et chargé de peu de gaz. La lave qu'il émet va être très épandue et très calme. A l'inverse, il y a le volcan de type explosif. Celui-là a un magma qui est très visqueux et très chargé en gaz, un petit peu comme moi quand j'ai mangé des poireaux le midi. Celui-là, par contre, ne fait pas vraiment de lave, il explose, il balance tout un tas de cendres, de projections qu'on appelle des nuées ardentes et qui peuvent monter à plusieurs centaines de degrés. Et ça existe les deux en même temps? Ah non, non, c'est l'un ou l'autre, il n'y a pas de volcan bi. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est un film qui enfile la logique. Enfile? Ça veut dire quoi, enfile? Eh bien, tu vois, Timmy, quand un homme et une femme ne savent plus quoi inventer pour s'amuser... Et maintenant, l'île part en brioche, le volcan se déchaîne, la gyrosphère est hors de contrôle et file tout droit vers l'océan. Les dinosaures fuient comme ils le peuvent, mais oh mon dieu, l'allosaure est à terre. Tous les dinosaures sont bloqués par la falaise. Owen court dans la nuée ardente alors qu'elle est aussi brûlante que mes baloches un jour de canicule dans le métro. Mais c'est Asylum, ta gueule. Et dinosaures et humains n'ont d'autre choix que de sauter dans l'eau, sauf que la gyrosphère ne sait pas nager et que Claire et Franklin sont coincés à l'intérieur. Et oh mon dieu, un scories a créé une voie d'eau. Vont-ils finir noyés? Et non, parce qu'Owen...
Alors, je sais qu'on va dire que je pinaille, mais si vous pouviez arrêter d'enculer votre propre logique, ce serait vachement bien. Parce que dans le premier film, vous avez demandé à Jimmy Fallon de faire un caméo dans lequel il explique que les vitres des gyrosphères peuvent résister à une balle de Magnum 44. Là, Owen, il est sous l'eau, et il tire avec du 9 mm. Sous l'eau, ça ralentit la balle. Hein. Ce serait bien d'arrêter de nous prendre pour des cons. Il les sauve, et tous les trois se rendent près des quais pour voir les hommes de Ken mettre les dinos en cage et les charger dans le bateau. Il voulait qu'on les aide à localiser Blue pour la capturer. La voilà, elle a l'air mal. Et ils ont intérêt à monter dedans aussi, parce que sinon ils vont terminer en tas de cendres. Heureusement, les derniers mercenaires ont laissé un camion sur place, c'est vachement pratique du coup, parce que bah ils montent dedans, alors non sans avoir failli mourir 5 fois, et font un jump truck sur le navire. Franchement, je pense que comme c'est un Jurassic, je suis vachement plus tatillon que pour les autres films. Mais sans déconner, il y a plein de détails qui vont pas dans ce film. Là, tu vas vraiment me faire croire que le camion qui arrivait à toute berzingue à 200 à l'heure comme ça sur le bateau, il y a personne qui l'a vu. Bah, ils ont oublié un brachiosaure? Bah, ils vont quand même attendre qu'il arrive, non? Parce que, enfin, ils doivent sauver tous les dinos, non? Ils vont quand même le sauver, le brachiosaure, ils vont pas le laisser là. Ou alors il va aller dans l'eau, peut-être, le brachiosaure, non? Non, parce que dans le premier film, on les voit un peu dans l'eau, peut-être qu'il va nager. Il va aller jusqu'au bateau, ils vont lui ouvrir le truc, ils vont le récupérer. Ils vont pas laisser mourir là, quand même, le brachiosaure. Ça va? Non. C'en est alors fini d'Isla Nublar, de Jurassic World et par extension de Jurassic Park. Bon, au manoir Lockwood, Maisie surprend une conversation entre Mills et Gunnar Eversole, un commissaire-priseur venu pour vendre les dinosaures aux enchères pour financer le grand projet d'Ellis, à savoir créer des armes vivantes. Nos généticiens ont créé un descendant direct du chef-d'œuvre du docteur Henry Wu. On lui a donné le nom de Indoraptor. Maisie tente de prévenir son grand-père que les deux vilains complotent pour vendre les dinosaures, mais le vieux la croit pas. Nous en reparlerons demain. Mais je verrai ça demain. Papy, attends, il y a un dinosaure qui mange des gens dans la cuisine là-bas. Bon, on verra ça demain, d'accord? Ah mais non, il est en train de les manger là, les gens. Oui, bah va t'acheter une glace à l'eau qui font pas et on verra ça demain, Mais d'accord? papy, il y a déjà plein de... Oh, mais tu me fais chier, bon sang de bois. J'ai pris des pruneaux, moi. J'ai pas le temps. Alors la petite décide de retourner dans le labo et trouve les vidéos de dressage d'Owen. Et il s'avère que Blue est clairement un individu à part. Quand Owen montre un signe de faiblesse, les autres font ça. Alors que Blue fait ça. Et cette docilité est nécessaire pour avoir un Indoraptor obéissant. Mais plus encore... Il lui faut une mère! De cette manière, il sera programmé pour reconnaître son autorité et faire preuve comme elle d'empathie, d'obéissance. Et forcément, c'est encore Henry Wu qui est derrière tout ça. Bon, par contre, là, il a un interlocuteur qui comprend plus l'argent que la science. Ce qui est rare dans les laboratoires. Enfin, j'espère. Pour ne pas se faire gauler, la petite se planque dans un couloir sombre, sans voir ce qui s'y cache. Comme elle se fait choper par Ellis, elle termine dans sa chambre. Elle ne sort pas de là. Ça reste fermé à clé. Sœur Benjamin demande à vous voir tout de suite. À ce stade, le vieux a tout compris, mais l'autre a plus vraiment le temps de se faire chier avec lui. Je veux que tu appelles la police. Entendu, monsieur. Attends, l'autre lui demande d'appeler la police, et comme par hasard, il y a un coussin sous le téléphone. Bref, il le canne et prépare la vente aux enchères. Pendant ce temps, dans l'Arcadia, le navire qui ramène les dinosaures sur le continent, pas le bar de JDG, Owen, Claire et Franklin retrouvent Zia dans un camion, et ils se lancent dans le sauvetage de Blue qui perd pas mal de sang. La balle est extraite de l'animal, mais il faut lui faire une transfusion de sang. Et là, je sais pas si ça marche vraiment comme ça, mais les directives de Zia sont... Trouver un carnivore avec 2 ou 3 doigts, pas plus que 3. Donc ils vont prélever du sang sur la T-Rex,
et manquait de se faire tuer puisque la porte restée ouverte a été fermée par un mercenaire et le bruit a réveillé le colosse qui devient furieux. Claire parvient à sortir par le haut, mais Owen est coincé entre la patte arrière et la gueule de l'animal. Heureusement, il a une armure en scénarium. Et une fois la transfusion faite, Blue pète le feu et le bateau arrive à destination, le manoir Lockwood. Le groupe reste dans le camion et suit les autres, sauf Franklin qui devient manutentionnaire. Tu viens, on débarque. Oui, mais alors ça veut dire qu'on va descendre du bateau, là? C'est le but quand tu débarques. Quoi? Non, et je vais pas relever toutes les conneries qu'il y a dans le film non plus, ça va. Le mec, c'est un mercenaire, il est payé, ça se trouve, le bateau, il n'est même pas lui, il fait peut-être même pas partie de l'équipage. C'est peut-être un bateau de location, mais oui, je vois que tu me regardes, là. J'en sais rien, j'ai pas réponse à tout, merde. Ça se trouve, c'est un Uber Boat. T'as besoin, le mec, il vient avec le bateau, et basta. Sans surprise, le petit couple se fait arrêter et est placé en détention. Mills vient les voir et leur explique que ce qu'il fait n'est pas mal. Vous vendez des espèces menacées. Mais nous avons tous les deux exploité ces animaux. Vous avez mis une créature vivante dans une cage pour de l'argent. Vous allez vendre ces animaux comme des vulgaires voitures. Ben oui, comme vous les avez exposés pendant des années aux yeux du public contre de l'argent. Mais ça n'a rien à voir. On les a préservés, on en a pris soin. Mais les gens avec qui je vais les vendre feront la même chose. Non, alors c'est faux et vous le savez très bien. C'est curieux, on dirait que vous me faites pas confiance, à moi et mes clients. Je me trompe? Il y en a, c'est des terroristes russes. Et alors, eux aussi ont le droit d'avoir des animaux de compagnie? Des animaux de... Vous avez un culot. Je vous sens un peu fatigué. Vous voulez pas vous allonger? J'ai une chambre qui s'est libérée, c'est celle de mon oncle. Et pendant ce temps-là, les dinos sont un à un sortis de leur cage pour être mis dans des cages plus grandes. Quoique c'est pas le cas pour tout le monde. La discussion se clôt par un... Après quoi, Ellie va accueillir ses invités, et faut dire qu'il y a du beau monde. Gregor Alderich, le marchand d'armes Slav. Rand Magnus, magnat du pétrole de Mustad. Привет, Антон. Как дела? Хорошо. Le monsieur là rasé, c'est le chef du gang des Schwarzglobskill. Et le petit monsieur là avec la moustache, c'est Adolfo Ramirez. Que du beau monde. Et le petit gros là-bas, c'est qui? Ah ça c'est Kim Jong-un. Il vient toujours, il pense qu'il est invité mais c'est jamais le cas. Ah bon? Pourquoi? La dernière fois qu'il est venu, il a dégommé le buffet et il est parti sans rien acheter. Franchement, si c'est pour venir pour se goinfrer, c'est vraiment pas la peine. Il va nous falloir un plus gros coussin. Pendant que tout le monde s'installe, Maisie sort de sa chambre et va dans celle de son grand-père. Elle est horrifiée en voyant qu'il est mort et a juste le temps de prendre le bouquin qu'il lisait tout le temps mais qu'elle ne pouvait pas feuilleter et de se planquer dans le monde plat avant que Ellie fasse son numéro de « Oh mon Dieu, il est mort et je jure que c'était pas moi !» Et pendant qu'il congédie la gouvernante, la gamine va ouvrir le livre et apprendre un truc dingue. Je les ai élevés, toutes les deux. Ah bah depuis le premier film, on nous parle de génie génétique et de clonage. Il y a un moment, le clonage d'êtres humains, faut que ça arrive. Hein. Après, moi, j'aurais pas cloné une petite fille. J'aurais plutôt cloné Salma Hayek. Une armée de Salma Hayek. Quoique, puisque je parle d'armée, si on veut vraiment se faire une armée de mecs vachement costauds et qui tapent fort, une armée de Cyril Gann, c'est pas mal, hein. Une armée de Randy Couture. Oh, une armée de la montagne de Game of Thrones. 2000 mecs qui arrivent sur un champ de bataille, que des monstres. Bon, du coup, faut pas les faire courir, mais que des monstres. Ils sont tous gros, ils sont énormes. Je vais peut-être revenir au film. Plusieurs étages plus bas, la vente aux enchères commence. Et en parallèle, Owen agace leur voisin de cellule, un stygimologue, pour qu'il leur ouvre un passage. Les voilà dehors grâce à Frère Toc. À peine sont-ils sortis qu'ils tombent sur Maisie, qui est descendue grâce au monde plat. Elle flippe en les voyant, mais il gagne sa confiance et lui propose de s'enfuir avec eux. Tu veux venir avec nous? On aurait bien besoin d'une amie, nous aussi. C'est alors qu'ils entendent la voix du commissaire-priseur qui fait une annonce spéciale. Un lot qui n'est pas à vendre, mais qui est le point de départ d'un nouveau genre d'armes modernes. Et maintenant, mesdames et messieurs, le dernier lot de la soirée, pour votre plus grand plaisir, Requin Gérard! Eh ouais, je suis là, allez, surenchérissez l'eau de Dieu! Mise de départ, 4 millions d'euros. Allez, on a boule, là. J'entends 4 500 000, 4 700 000, 5 millions là-bas, 8 millions, oh là, ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite, oh, ça vaut cher au kilo, le requin GG, oh! Lui a donné le nom
de Indoraptor. Et la particularité de l'Indoraptor, si ce n'est que c'est un Indominus Rex plus petit, c'est qu'il a été programmé pour attaquer avec un pointeur laser. Un signal acoustique déclenche l'attaque. Vous épaulez, vous visez, et après, l'Indoraptor s'occupe du reste. C'est compris? Quoi? Oh non, rien. Bah si, vite, allez. Ah, vous pointez une arme sur la cible, c'est pas mieux de lui tirer une balle plutôt que de dépenser 25 millions de dollars dans un dino? Mais bien sûr que non. Avec l'Indoraptor, personne ne saura que c'est vous le commanditaire de l'assassinat. Bah ouais, mon vieux, c'est logique. Tu peux être à 1 kilomètre, tu tires, personne ne sait que c'est toi. Ah non, par contre, il faut être un peu plus près parce que sinon il n'entend pas le bruit du détonateur. Et c'est combien la portée du coup? Max 37 mètres. Donc, si je résume, vous nous demandez de dépenser 25 millions de dollars dans un dino qui est censé tuer qui on veut sur commande, mais par contre, il faut être à côté et il faut pointer la cible avec une arme. Bah oui. Laisse-toi faire, laisse-toi faire. Mais dans l'idée, c'est un énorme chat. La démonstration plaît suffisamment aux gens présents dans la salle pour que les enchères commencent. Le seul problème, c'est que Wu ne veut pas le vendre parce qu'il est instable et donc trop dangereux. Soyez tranquille, nous en produirons d'autres. L'acheteur aussi. Ah non, c'est juste pour éviter que quelqu'un copie son travail. Ok. Et alors que l'enchère part à 43 millions de dollars, putain mais c'est énorme. Le Stygimologue débarque par l'ascenseur et fout le Bronx là-dedans. En fait, c'est Owen qui l'a fait monter dedans. Du coup, il profite de la diversion pour assommer les hommes de Mills. Et au milieu, t'as l'Indoraptor qui veut participer mais qui peut pas. Tous les participants sont virés du manoir par le dino qui semble inarrêtable, et il ne reste que Ken qui se demande vraiment ce qui se passe, et qui va dans la salle des enchères où il va tomber sur l'Indoraptor. Et il y a un truc que j'ai pas dit sur Ken, c'est qu'il collectionne les dents de dinosaures. Tu me diras, c'est un hobby comme un autre, mais ça va lui coûter cher. Parce que l'Indoraptor, il en a de belles. Alors, il l'endort, il entre dans la cage dont il laisse la porte ouverte, et entreprend de lui arracher un chicot. Je sais même pas par quel bout attaquer. Allez, je vais me lancer. Il est pas censé être sous tranquillisant, ce putain d'animal. Il lui a balancé 3 fléchettes dans le cou, donc ça monte vachement vite au cerveau en plus. Il dort à peine 30 secondes. Je veux bien que ce soit pas dosé spécifiquement pour lui. C'est peut-être pour un plus petit, genre c'est peut-être les doses pour Blue. Ok, mais 3 seringues, putain. Et sans déconner, il joue avec sa queue et il sourit. J'aurais peut-être pas dû le formuler comme ça. Enfin bon, vous avez compris. On est dans un épisode de Bip Bip et Coyote où on est dans Jurassic World. Pendant que Ken paye le prix de sa connerie, Gunnar, le commissaire-priseur qui était planqué, court vers l'ascenseur où 3 personnes se cachent déjà. Mais lui connaît le code, et grâce à ça, ils sont sauvés. Ah non. Spectateurs, spectatrices, vous aimez apprendre en vous amusant? N'hésitez pas à aller sur notre chaîne secondaire Culture avec un G. Et si vous avez envie de discuter avec nous et avec la communauté, on a un Discord tout nouveau tout beau qui a ouvert. Tous les liens sont en description, il y a juste à cliquer. Un peu plus loin, le trio de fuyards se trouve nez à nez avec Ellie et 2 porte-flingues. Comme la petite veut pas venir avec lui, il lui révèle ce qu'elle est. Lockwood n'a jamais eu de petite fille. Et l'exposé s'arrête là, parce que l'Indoraptor est dans une frénésie de meurtre sans borne. Comme dans le premier film, Henry Wu ramasse tout avec ses hommes et fout le camp, sauf qu'avant de partir, il doit prendre du sang de Blue. Le problème, c'est qu'il n'est plus pur. Et je lui ai fait une transfusion avec du sang de T-Rex. Vous avez quoi? Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Putain, mais c'est l'agent 47, sans déconner. Il change de costume et il s'infiltre partout. Bref, Henry Wu est évacué et Blue est libéré. Ah, ça rime, tiens. On pourrait faire une chanson. Wu est évacué et Blue est libéré. Mais en bouffant un con, elle provoque une explosion. Ce qui va libérer un gaz mortel en grande quantité. Bon, ça, on n'y est pas encore. Pour l'instant, Claire, Owen et Maisie jouent à cache-cache avec l'Indoraptor dans le manoir.
L'espace d'un instant, ils échappent au Prédateur 2.0 en éteignant la lumière de la galerie paléontologique, mais Franklin est obligé de la rallumer depuis le laboratoire qui est au sous-sol, parce qu'un gaz mortel se répand comme un gaz du coup, et il risque de tuer tout ce qui s'y trouve, humains comme dinosaures. Et au moment où il rallume tout... L'Indoraptor manque de tuer Owen et Claire, mais curieusement il a l'air d'en avoir qu'après Maisie. Il lui court après dans tout le manoir, mais elle parvient à le semer. Elle court dans sa chambre, se planque sous les draps, mais l'aberration génétique entre comme un vampire par la porte-fenêtre et s'apprête à la choper. Heureusement, Owen arrive à temps. Sauf que le bestiau a le cuir épais. C'est là que Blue débarque. Comme dans le premier film, rien de mieux pour affronter la version boostée que la version originale. La fuite des uns et le combat des autres se poursuit jusque sur les toits du manoir et aboutit à une impasse. Mais le terrain n'est pas favorable à l'Indoraptor. Et c'est justement ce qui va causer sa perte. Parce que Claire arrive avec le flingue qui sert pas de flingue mais plutôt de pointeur laser pour chat géant et ordonne à l'Indoraptor d'attaquer Owen. N'obéissant qu'à son instinct, la bestiole saute et elle tombe à travers la vitre. Et bah pas du tout. Putain, elle est balèze, hein. Elle doit faire de la calisthénie cette bestiole. Hein. Ah ok, en fait c'est Blue qui va la faire tomber. Et finalement, l'aberration génétique a été vaincue par une autre aberration génétique, du coup. Ah oui, quand on y pense. La bête est vaincue, mais il reste un problème de taille à régler. Le gaz du laboratoire. Il menace de tuer tous les dinosaures, alors une prise de décision s'impose. Est-ce qu'il faut les relâcher dans la nature ou les laisser mourir? Pour répondre à cette question, nous avons pris un échantillonnage de gens purement au hasard, on ne se connaît pas. Non. Très bien. Okay. Question étant de savoir, est-ce qu'on laisse les dinosaures mourir ou est-ce qu'on les laisse vivre? Qui les laisse vivre? Oui. Qui les laisse mourir? Monsieur? C'est ubuesque comme question. Pourquoi? On ne peut pas décider d'animaux fictifs comme ça, on les laisse vivre, on les laisse mourir. C'est que du virtuel. Moi, je les laisse vivre et puis je les tue après. Claire fait le choix de laisser les dinosaures disparaître pour de bon, mais la vie trouve toujours un chemin. J'étais obligée. Ils sont vivants. Comme moi. Oh, bichette. T'es tellement inconsciente. Mais elle est dingue! Des dinosaures en liberté! Tu te rends compte de ce que ça va engendrer comme problème aux alentours? Je sais pas, des problèmes, faut peut-être pas abuser, hein. Grosso modo, il y a une trentaine de bestioles. La plupart, c'est des gros herbivores bas du cul. Et puis les carnivores, honnêtement, tu viens avec un flingue, tu les butes. Et ils vont peut-être manger une personne ou deux le temps que tu les attrapes. Mais ça va, c'est pas la mort du petit cheval non plus. Même le T-Rex, hein. Dans le film précédent, on t'a montré qu'il était même pas foutu de gérer un animal de sa taille. Et là, dans celui-là, on t'a montré qu'il est même pas capable d'attraper un mec. Honnêtement, niveau menace, on a connu pire, hein. Courant vers la liberté, les dinos croisent Ellie sur leur route et lui font une superbe Jumanji. Et quand on y pense, la voiture est vachement résistante parce que les dinos sont plus lourds que des rhinos et des éléphants. Et le mec, il survit en plus. Putain, mais comment on peut le tuer, ce mec-là? Comme souvent, le T-Rex a le dernier mot et brise tout espoir de refaire un Indominus Rex. Enfin, non, parce que Wu et son équipe doivent encore avoir de quoi faire, mais bon, pour l'image, c'est cool. À l'entrée du manoir, Owen et Blue se disent au revoir comme à la fin du premier, à la différence que cette fois, Blue prend son indépendance d'elle-même. Et c'est ainsi que le monde change radicalement. À partir de cet instant, hommes et dinosaures vivront côte à côte. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère jurassique. Ce lion a une paire de couilles colossales. Le mosasaure domine les mers, les reptiles marins les airs. Quant aux dinosaures, eh bien ils règnent de nouveau sur la Terre. Bon, allez chercher plaid, chocolat chaud, ribs de porc, poulet au gingembre ou ce que vous voulez, parce que c'est maintenant que le pavé commence. Alors, même encore aujourd'hui, en ayant rédigé une critique sur le film, je ne sais toujours pas ce que j'en pense. Devant l'écrasant succès du premier film, il était évident que l'imprimante à billets allait se remettre en route. Et apparemment, dès 2014, les producteurs voulaient déjà développer un arc narratif sur plusieurs films. Trevorrow est passé producteur, puisque la volonté d'Universal était de faire comme pour Star Wars, à savoir
faire réaliser les films par des réalisateurs différents, et Star Wars, ça lui a plutôt bien servi. Hein? Moi, je m'en fous, je suis pas fan de Star Wars. Alors, ils ont demandé à Juan Antonio Bayona de faire le film, et c'était franchement une excellente idée, parce que sa mise en scène est superbe. Ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est la manière dont il met en scène les dinosaures, que ce soit dans leur majesté, dans leur gloire, ou bien dans leur monstruosité. D'ailleurs, avec l'Indoraptor, on sent direct l'influence de films comme Nosferatu, ou alors le Dracula de John Badham, sorti en 79, et que Bayona cite comme une de ses premières expériences de peur au cinéma, mais aussi de nombreux films de la Hammer. Parce que, à bien les regarder, ce truc est mis en scène comme un vampire, mais aussi comme la créature de Frankenstein, et comme un loup-garou. La séquence dans la chambre est un cauchemar pour les gosses. Les ombres qui se tordent pour devenir des monstres, les bruits sur le toit, la porte-fenêtre qui s'ouvre et la main immense et sombre qui s'avance vers la petite, ça fait froid dans le dos. Même chose pour les plans sous-marins du Mosasaur. Voir sa tête se découper dans l'eau avec un éclair ou voir la lumière du submersible dévoiler sa gueule hérissée de dents immenses, c'est terrifiant, surtout si on est thalassophobe. Il y a aussi l'arrivée du Baryonyx dans le bunker qui est pas mal. Les effets de lumière qu'il dévoile sont super, on devine petit à petit ce que c'est. Sauf si on a vu la bande-annonce. Enfin, les bandes-annonces. Parce que la campagne marketing de Jurassic World Fallen Kingdom, c'était une catastrophe. Bon, je fais un aparté parce que la situation le permet, mais vous inquiétez pas, on va revenir à la mise en scène. Mais je me suis refait les bandes-annonces exprès pour la vidéo. La première, honnêtement, elle était vraiment bien. Hein. Elle donnait vraiment envie de voir le film. On voyait des images qui, d'après Colin Trevorrow, venaient des 58 premières minutes du film. C'est plutôt cool. On te met l'eau à la bouche, les scènes étaient quand même assez folles. Bon, il y avait 2 ou 3 trucs qui étaient spoilés, genre le tyrannosaure qui attaque le Carnotaur, la présence du Carnotaur, le Baryonyx dans son ensemble. Bon, c'est un peu dommage. C'est vraiment con de gâcher l'action ou le design. Laisse la surprise au spectateur, mais c'est pas grave. La deuxième bande-annonce, déjà, ça commence à partir en couille parce que tu vois l'Indoraptor, et la bande-annonce finale, c'est le pire du pire. Il y a une scène sur 2, c'est l'Indoraptor. Tu vois ce qu'il fait, tu vois qui il attaque, tu le vois dans son ensemble, tu vois tout son design. Même Colin Trevorrow a dit que l'idée marketing de mettre autant en avant l'Indoraptor dans la bande-annonce, c'était une connerie. Dans d'autres types de scènes, le travail de Bayona est très efficace. Dans la séquence où Claire essaie de persuader Owen de sauver les dinosaures, on peut remarquer que le plan se resserre de plus en plus sur les personnages. Mais au moment où il dit qu'il laisserait Blue mourir, la caméra recule. Ce que je comprends, c'est que quand Claire pense persuader Owen, la caméra se rapproche, comme si elle s'approchait du but. Mais quand elle comprend qu'il fera rien, elle s'éloigne. Comme quand on recule sur sa chaise après avoir entendu un truc difficile à avaler. Dans le genre de plan à multiples lectures, il y a aussi celui-là. Pour moi, cet effet miroir montre les 2 faces de la création génétique. La loupée et la réussie. Celle qui a grandi avec une famille et celle qui a grandi dans le noir et sans parents. L'équilibrée et la déséquilibrée. Ils sont tous les 2 faces d'une même pièce. La belle et la bête. Attention, ce sont mes interprétations, hein. Maintenant, je pense qu'il doit y avoir une idée à creuser par là, quand même. Il y a aussi 2 plans qui font un parallèle très intéressant avec Jurassic World. Celui de Claire dans l'ascenseur et celui de l'entrée du parc. Dans les 2 cas, ils sont identiques. On est dans un environnement connu, mais avec un état d'esprit différent. La scène où Owen se bat avec les hommes de Mills pendant que la cage de l'Indoraptor recule est vraiment sympa à regarder. Le plan qui dévoile le portrait de Hammond sur le mur est très touchant. Et puis, oh putain, ouais, j'avais oublié ça. Ça, franchement, c'est un coup dur. Le brachiosaure qui disparaît dans la nuée ardente en prenant la même position que dans Jurassic Park, c'est vraiment dur à voir. Surtout que l'image est lourde de sens. Le brachiosaure est le premier dinosaure que le public a rencontré en salle, et c'est le dernier à disparaître de l'île. Jurassic Park meurt avec Isla Nublar. Et la licence Jurassic World aussi. Je dis surtout ça pour les 2 derniers Jurassic World. Dis-moi, toi qui n'as pas arrêté de critiquer le fait que Jurassic World premier du nom faisait tout le temps des clins d'œil à la saga Jurassic Park, tu n'as pas l'impression que le brachiosaure qui se lève comme dans le premier film, c'est un clin d'œil forcé, histoire de toucher le cœur du spectateur? Bah, là non, parce que c'est vachement à propos, il y a toute la symbolique derrière. Non, là franchement ça va. Mais par contre oui, il y a plein d'autres références à chier partout qui sont là juste pour nous faire plaisir. Il y en a des sympas, comme celle-là où on voit le tyrannosaure reprendre la même posture qu'à la fin de Jurassic Park, marquant dans les 2 cas que les dinosaures règnent de nouveau sur la Terre, mais pour le reste, tu te demandes si c'est vraiment fait pour le clin d'œil ou juste pour te remettre le temps de 10 secondes dans un plan familier qui va te rassurer et te faire aimer le film. Même l'apparition de la Ford Explorer, je suis pas sûr que ça a été fait pour de bonnes raisons. Par contre, ce film fait quelque chose qu'aucun Jurassic Park n'avait fait avant, montrer le logo dans le générique d'ouverture. Avant, le titre du film était toujours écrit sobrement.
Là, on a carrément le logo qui se recouvre de lave, ce qui annonce la suite, et permet au film de se démarquer clairement de ses prédécesseurs. Quand on regarde bien, l'histoire du film est en 3 parties. La première nous rappelle à l'univers qu'on connaît bien, nous flatte en tant que fan, bon c'est un peu facile mais ça marche. La deuxième partie c'est la destruction de ce qu'on a aimé, avec la fin de la saga, conclue par la mort du Brachiosaure. Et enfin la troisième partie qui offre quelque chose de très différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, puisque les dinosaures vont être amenés sur le continent, vendus aux enchères, et finalement relâchés dans la nature. Bon, on a un peu vu ça avec le monde perdu Jurassic Park, mais là ça va quand même beaucoup plus loin. Je trouve que l'histoire est bonne, même si le plein potentiel n'est pas employé. Quand on voit tous les dinosaures qui nous sont présentés, il y a quand même des occasions de scènes qui se sont perdues. Voir un Carnotaure poursuivre une voiture à pleine vitesse dans une plaine, voir un Baryonyx attaquer les hommes de Ken dans un marais, voir un Sinocératops ou un Ankylosaure défoncer un camion qui essaie de les capturer, ça aurait fait vivre le bestiaire, ce genre de scène. Et c'est d'autant plus frustrant quand on sait que beaucoup d'espèces avaient été envisagées dans le film, beaucoup plus. Dans les concept art, on peut voir un Spinosaure et un Giganotosaure. Le Dilophosaure devait avoir une scène d'attaque dans l'ouverture du film, et il a même été question d'un Deinosuchus, un énorme crocodile du Crétacé. Imaginez-vous une scène avec un bestiau comme ça? Bah non, du coup. Bon, cela dit, je peux pas mentir sur le fait que la scène de l'explosion du volcan et les scènes avec l'Indoraptor dans le manoir sont très stylées. Là, par exemple, on retrouve une vibe très proche de celle des raptors dans la cuisine de Jurassic Park, ou de certaines scènes du Monde Perdu, qui étaient loin d'être un film avec des paillettes. Ouais, mais l'idée de faire des dinosaures des armes biologiques pour faire la guerre, c'est quand même pas hyper original. Bah, le truc, c'est que je peux pas te donner tort. Parce que moi aussi, je le pense. Le problème, c'est que quand je réfléchis un peu, je me rends compte que quand on me parle d'un film où le méchant prend le monstre et en fait une arme de guerre, ou veut en faire une arme de guerre, il y a que Alien qui me vient. Donc pourquoi c'est un cliché s'il y a qu'un seul film qui l'a fait? Je te rassure tout de suite, hein, il y a plein de films qui l'ont fait. Mais spontanément, il y en a qu'un qui me vient en tête. Faire des armes biologiques avec les dinos, bon, pourquoi pas. Mais cette idée du laser, c'est une connerie, je trouve. Tu vises le mec avec un flingue, tue-le. Bien équipé, tu peux tuer un mec à plusieurs centaines de mètres de distance. Je vois pas l'intérêt d'utiliser un dinosaure qui va pas être discret et qui aura besoin que son proprio soit là pour tuer sa cible. Dans le genre débile, il y a aussi le fait que John Hammond ait fait construire le parc sur une île volcanique. Pourquoi c'est débile? Bah, t'imagines? Tu construis un parc qui te coûte des millions sur une île qui peut disparaître à cause d'un volcan. Ouais. C'est pas comme si on construisait des villes au pied des volcans, quoi. Comment ça? Bah écoute, il y a l'EUG, c'est l'Union Européenne des Géosciences, donc c'est UEG, qui a fait un rapport qui montre que 30 millions de personnes dans le monde vivent à moins de 10 km d'un volcan en activité. Il y en a partout, hein. En Équateur, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Islande, et même pas loin de chez nous. Catania, qui est une ville en Italie, qui est une des 10 plus grosses villes italiennes, elle est au pied de l'Etna. Personnellement, si ça existe dans la réalité, je vois pas pourquoi ce serait con dans une fiction. Hein. Le comportement des dinosaures pendant l'éruption fait partie des choses qui m'ont le plus fait tiquer. À partir de quel moment ils iraient chasser alors que leur monde part en cacahuète? Le Baryonyx est coincé dans une petite pièce avec des proies et de la lave. Vous pensez vraiment qu'il va chercher à bouffer? Le Carnotaure, pareil, il tombe des gazinières du ciel, et l'autre il se frite avec un Sinocératops, et il essaie de manger des humains. Si ça s'arrêtait là encore, je dirais rien, mais à la fin dans le gaz, il y en a pas un qui essaye de mordre le cul d'un autre. Ils essaient tous de trouver un moyen de sortir, y compris le tyrannosaure. Pourtant ils sont collés les uns aux autres, hein. C'est hyper simple de mettre un croc. Mais je pense que les plus grosses incohérences viennent de la séquence de l'éruption volcanique. Quand Owen est entouré par la lave, il devrait prendre un sacré coup de chaud. Parce que, suivant sa couleur, la lave peut atteindre entre 500 et 1200 degrés. Plus elle est claire et plus elle est chaude. Là, en l'occurrence, il y a un peu de tout, mais en gros, elle doit tourner autour de 800 degrés. Et il est ceinturé de lave. Dans l'épisode précédent, je vous ai dit que j'avais travaillé à la SNCF. Il s'avère que j'ai aussi bossé dans la métallurgie, dans un laminoir plus exactement. Oui, je suis le caméléon. Sauf que je suis pas un génie. Mais dans ce laminoir, on prenait des billettes, c'est-à-dire des poutres en acier, on les chauffait à 1100 degrés et on les passait dans un train de laminage. 1100 degrés, quand vous êtes à 7-8 mètres, même en hiver, vous êtes en été. Il fait déjà hyper chaud. À environ 30 cm, comme Owen à côté de la lave, là, dans le film, je pense que les vêtements prennent feu et que les pompes fondent. Ouais, enfin, c'est pas gravissime. Tous les films ont un moment abusé, sinon les héros ne s'en sortiraient jamais. Oui, mais c'est une erreur parmi tant d'autres. Owen qui survit à la nuée ardente, c'est encore plus abusé. Il est carrément dedans. Le mec survit à un nuage de débris à 500 degrés. Et encore, 500 degrés, c'est une moyenne. Par contre, l'énorme dinosaure qui appelle à l'aide sur le quai, lui, il crève. Bref, je m'éloigne du scénario.
Parmi les différentes choses qui n'ont pas plu à certains, il y a le fait qu'il y ait du clonage humain. Parce que c'est pas ça, Jurassic Park. Non, c'est le premier film qui était pas ça. Parce qu'il faut bien démarrer quelque part. Mais au bout d'un moment, dans un film où tu recrées des animaux disparus depuis des millions d'années, le clonage humain, ça me paraît pas incongru. Après, l'arc narratif de Maisie, honnêtement, ça va, hein, c'est une partie infime du scénario, c'est pas The Island non plus, le film. Et puis merde, au bout d'un moment, vous passez votre temps à vous plaindre que les films se ressemblent tous. Pour une fois qu'on a de la nouveauté, je sais pas, tentez le coup. Ça peut être intéressant. Dans le même genre, il y a tous les gens qui ont gueulé en disant « Ouais, Benjamin Lockwood, il sort d'où, lui moi, je suis désolé, Jurassic Park, c'est John Hammond, et puis c'est tout. » Mais non. On te propose d'étoffer un peu le lore en te disant « Tiens, il y a un personnage dont t'as jamais entendu parler, et si t'en as jamais entendu parler, c'est parce qu'il était brouillé avec John Hammond. Et au final, c'est intéressant parce que... » Après, on peut ne pas adhérer, hein. Mais vouloir être fermé à ce point-là, je trouve ça quand même un peu dommage. Parce que je ne veux pas que la communauté dont je fais partie, la communauté des fans de Jurassic Park, devienne comme la communauté des fans de Star Wars. Hein. La façon dont c'est présenté est pas aberrante. Le fait qu'il se soit brouillé et que John n'ait jamais parlé de lui parce qu'il a cloné Maisie est plausible. C'est un ajout qui n'était pas indispensable, mais c'est un ajout qui n'entache pas le lore. Pour rester là-dessus, on peut voir une belle galerie de personnages dans ce film. Zia et Franklin sont à poil agaçants, mais bon, ils sont quand même intéressants, surtout Zia, qui est une forte tête. Mills est un méchant générique que je trouve plutôt bien écrit, parce que c'est un salopard qui est attiré par le fric et qui va au bout de sa puterie. Des personnages comme Ken et Gunnar sont sympas parce qu'ils sont joués par de très bons acteurs, mais en soi, c'est pas les plus profonds. Maisie est un ajout intéressant de par sa condition, mais je pense que celle qui vole vraiment la vedette à tout le monde, c'est Blue. Parce que c'est réellement un personnage à part entière, pas juste un dinosaure. Alors, je trouve toujours ça un peu dingue qu'en 30 ans, les raptors soient passés de monstres sanguinaires à chiens de chasse dociles, mais le fait d'apprendre que sur 2 portées de raptors, elle est la seule qui présente une empathie et une docilité accrue, montre qu'elle est vraiment un cas à part, et que via une sélection génétique, Wu est capable de faire des dinosaures obéissants. Ce qui permet d'asseoir les événements du premier film, mais aussi de justifier le comportement de Blue. Alors par contre, il y a 4 scènes qui ont été retirées du montage final, et c'est vraiment dommage. Parce qu'elles concernaient l'Indoraptor, et ça aurait pu vraiment rajouter quelque chose. La première, qu'on peut trouver sur YouTube, montre Ellie présentant l'Indoraptor à Gunnar. Celui-ci parle de montrer l'animal aux acheteurs, et sur le plan suivant, le bestiau joue avec le crâne d'un humain. Alors déjà, c'est flippant, et puis, ce crâne, il est à qui? Qui s'est fait bouffer? Je veux savoir. La deuxième scène aurait montré un affrontement entre 2 Indoraptors, dont un blanc, et forcément le plus vicieux aurait gagné. La troisième scène, dont on ne peut voir qu'une seule image sur internet, serait l'attaque d'Iris, la gouvernante. Apparemment, elle a été partiellement tournée, mais elle n'a jamais été finalisée. Pour la dernière, c'est un peu à double tranchant. Je m'explique. Apparemment, on aurait vu un employé de Mills maltraiter l'Indoraptor. Si je dis que c'est à double tranchant, c'est parce que d'une certaine manière, on aurait pu voir qu'il a grandi dans des conditions horribles, tout en étant seul. Donc on aurait développé de l'empathie pour lui. Et du coup, c'est pas le but de la manœuvre, parce que c'est censé être le très grand méchant. C'est censé vraiment être le monstre par excellence. En revanche, ce qu'on aurait vu, c'est qu'après l'avoir maltraité, le mec aurait souri. Et l'Indoraptor, en le voyant faire, aurait essayé de le singer. Ce qui justifie que plus loin, quand il tue Ken, il sourit. Et qu'il joue avec. Alors, ça reste Bip Bip et Coyote et un peu débile à mon sens. Mais là, par contre, c'est un peu plus justifié. Parce que, en gros, s'il sourit, c'est uniquement parce que par intelligence et par mimétisme, il a vu qu'en faisant du mal, un être humain souriait. Ça tient la route. Mais ils l'ont enlevé. Licence Jurassic Park, Jurassic World oblige, le film a été un raz-de-marée au box-office. Et même s'il a fait un peu moins que son prédécesseur, ça reste énorme. Il a rapporté la coquette somme de 1,310 milliard de dollars dans le monde, dont 417 rien qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, le seul concurrent sérieux qu'il a eu était Les Indestructibles 2. Des films comme Ocean's 8, Deadpool 2 et Solo étaient sur la fin de leur exploitation. En France, le constat était à peu près le même. Solo et Deadpool 2 étaient là depuis plusieurs semaines, peu de temps après, Sans un bruit et Ocean's 8 sont sortis, mais ils n'ont pas empêché le film de réunir plus de 3 600 000 spectateurs dans les salles. Par contre, sur son budget, il y a débat. Parce que tout le monde parle de 170 millions de dollars, ce qui est déjà beaucoup, hein, ça fait le 2e plus gros budget de la licence. Par contre, il y a quelques années, il y a des notes de production qui sont sorties, qui ont été mises à la connaissance de pas mal de monde.
Et il semblerait que le budget soit passé de 170 à 460, voire même 516. Alors, ça s'explique par le fait que le tournage s'est déroulé à l'international, qu'il y a eu des décors énormes, très ambitieux, beaucoup d'effets, des animatroniques, une campagne marketing monstrueuse. Mais du coup, ça en fait quand même l'un des plus gros budgets qui ait jamais été déployé pour un film. Ex aequo avec Star Wars 8 et 9 et Jurassic World Dominion. Toutes les scènes en extérieur ont été tournées sur l'île où tous les Jurassic Park ont été tournés, celle de Kauai. D'ailleurs, une partie des décors du premier film y était encore dans l'état, ce qui rend ces passages bien plus authentiques. Pour l'occasion, ils ont fabriqué l'entrée du bunker, où se trouve la salle de contrôle, ainsi que la trappe d'où Claire et Franklin sortent. Une autre partie des scènes ont été tournées au studio Pinewood, et les extérieurs du manoir Lockwood sont ceux d'un site militaire britannique appelé le domaine Cragside. Et d'ailleurs, ils ont partiellement modifié son apparence à coup d'images de synthèse. Le site était si grand qu'ils ont utilisé un ancien hangar à avions pour construire les intérieurs du manoir, le musée privé, les chambres et le labo. Tu m'étonnes que le budget ait explosé. Parmi les nombreux mauvais retours qu'a eu le premier Jurassic World, il y avait le manque d'animatronique. La production en a tenu compte et a décidé d'en utiliser beaucoup. Et comme Bayona souhaitait les filmer de très près, les équipes ont dû leur apporter un niveau de détail très élevé. Comme le gros de la production s'est fait en Angleterre, c'est pas Stan Winston Studio ni Legacy Effect qui les a fabriqués, mais la Jim Henson's Creature Shop. Jim Henson, pour ceux qui connaissent pas, c'était le papa des Muppets, entre autres, parce qu'il a fait beaucoup de trucs, notamment les Fraggle Rock, qui ressemblaient un peu aux Muppets. En fait, Jim Henson a surtout fait beaucoup de marionnettes, beaucoup de créatures animées à la main, un peu comme des marionnettes. Mais sa société a fait beaucoup de choses, hein. Ils ont fait des publicités, des spectacles live, des séries, des films. En film et série, il y a par exemple Dark Crystal, puisqu'il y a eu à la fois un film et une série. En film, il y a eu Max et les Maxi Monstres, Five Nights at Freddy's, enfin, beaucoup de films comme ça. Dans une interview, Neil Scanlan, le superviseur des effets spéciaux, explique que l'équipe qui travaillait sur les animatroniques du film comptait 20 à 30 personnes, ce qui correspond à une équipe plutôt réduite pour un film de cette ampleur. Surtout que les mecs ont pas chômé cette année-là, étant donné qu'ils ont bossé tour à tour sur Solo, Fallen Kingdom et Star Wars 9. 4 animatroniques grandeur nature partielle ont été créés, le T-Rex, Blue, un stégosaure et l'Indoraptor. Et une version facsimilée de l'Indoraptor servait de référence sur le plateau. En gros, c'était un mec qui portait un système articulé avec la tête de l'Indoraptor, qui permettait d'évaluer sa taille et donner surtout un point à fixer aux acteurs. Pour la scène avec le Baryonyx, ils ont fait à peu près la même chose, mais avec une tête à l'échelle. Les animatroniques du T-Rex et du Stégosaure ont été conçus et animés de la même manière. C'était des structures articulées, recouvertes de coques en fibre de verre, puis d'une peau en silicone. Dans les deux cas, ils n'étaient pas complets. La tête et le cou du T-Rex étaient mécanisés, mais sous la bâche, il n'y avait pas de peau. Juste la silhouette de l'animal en fibre de verre était partie mobile pour simuler sa respiration. Et toutes les parties en fibre de verre ont été faites à partir de moules créés avec une imprimante 3D. Ceux du tyrannosaure comptaient environ 80 pièces qui ont été assemblées puis recouvertes de Monster Clay, un argile utilisé pour sculpter des moules très détaillés. Les systèmes hydrauliques et mécaniques qui servaient à l'animation de l'animal étaient cachés sous la plateforme, permettant à la fois de gagner du temps de création et de donner plus de confort aux opérateurs. Aucun système musculaire interne n'a été fabriqué. L'équipe a conçu à la place une peau de 23 cm d'épaisseur, composée de couches successives de latex qui se plissaient naturellement lorsque l'animatronique bougeait, ce qui donnait l'impression que des muscles bougeaient en dessous. Et mine de rien, l'opération était quand même sacrément périlleuse. Parce que quand vous faites une peau en latex de 23 cm d'épaisseur, vous n'avez pas intérêt à vous louper. Parce que vous mettez des couches et des couches et des couches et des couches de latex, mais si jamais c'est raté, vous balancez tout à la poubelle. Sur le latex, on fait pas de rustine. Là, ils ont eu du bol, ça a marché du premier coup. Mais s'il avait fallu jeter et refaire, la note aurait été sacrément salée. Comme pour le premier film, Blue était simulé sur le plateau par un opérateur portant tenue grise et tête de raptor. Mais l'animatronique a été utilisée pour la scène où elle est soignée. La quasi-totalité du corps a été fabriquée. Trevorrow voulait que le bout de la queue soit animé par ordinateur. Au total, il fallait 15 opérateurs pour l'animer. Chacun avait une partie du corps et la faisait bouger via des tiges situées sous la table ou par télécommande et radiocommande. L'Indoraptor était quant à lui divisé en 3 morceaux, tête et cou, une patte avant et une patte arrière. La tête était montée sur une dolly, contrôlée par 2 opérateurs via un contrepoids et un guidon. Et d'autres opérateurs animaient les mâchoires, les yeux et les narines. La patte n'a servi que pour quelques plans, comme celui où il entre dans la chambre de Maisie, et son bras était en réalité porté par un opérateur qui gérait ses mouvements via un système de balancier. En revanche, les doigts et le poignet étaient gérés par un autre opérateur via une radiocommande.
Étant donné qu'on est sur un gros blockbuster qui a été produit par Universal, qu'on aime, qu'on adore, qu'on vénère, qui est la meilleure société de production, laissez-nous tranquille avec les droits d'auteur s'il vous plaît, les effets numériques ont été faits par ILM. Enfin, en fait, quand il y a un gros blockbuster comme ça, en général, il n'y a pas une société qui fait les effets numériques. Il y en a plein. Mais le plus gros du taf a été fait par ILM. Il y a au total 1200 plans avec des effets visuels dans le film, le double de Starship Troopers. Mais paradoxalement, c'est peu par rapport aux standards des films d'aujourd'hui où il y en a généralement 2000. Et il y a au total 750 plans avec des dinosaures, alors qu'il n'y en avait que 63 dans Jurassic Park. L'équipe a eu 40 semaines pour faire les effets numériques du film, ce qui est confortable. Étant donné que les dinosaures étaient filmés très près, les designs de la plupart des dinosaures du premier film ont été retravaillés. Via l'augmentation de la résolution des textures, les équipes ont pu rajouter le vieillissement de la peau de certains d'entre eux, notamment le tyrannosaure, mais aussi des taches, de la boue, et leur donner beaucoup plus de couleurs. Alors, c'est personnel, mais je trouve que les designs de Roberta et Blue sont pas ouf. Pour Roberta, je comprends l'effet vieilli, c'est un tyrannosaure qui a à peu près une trentaine d'années. Le côté amaigri, j'ai un peu de mal à comprendre. Parce que si c'est comme la plupart des reptiles ou des oiseaux, en vieillissant, il va prendre du poids. Mais enfin bon, bref, c'est un choix. Par contre, pour Blue, j'arrive pas à mettre la main sur ce qui me gêne. Je sais pas si c'est la forme du crâne ou les dents qui sont plus nombreuses ou plus grandes. Mais il y a vraiment un truc qui me chiffonne dans le design des raptors de Jurassic World. Bon, après, c'est une vue de l'esprit. Hein. C'est pas super important. Mais je voulais le dire. Grâce à un logiciel appelé Creature Effect, le département des effets numériques a pu construire chaque dinosaure comme des animatroniques. D'abord, ils ont fait un squelette, en se basant sur la réalité anatomique décrite par les scientifiques. Ensuite, ils ont rajouté un système musculaire, des couches de graisse et de chair, et enfin la peau. Ils ont même été jusqu'à reproduire des tendons visibles au niveau de la mâchoire, des doigts et du cou. Le logiciel est en fait un système intelligent qui analyse l'animation et décide de contracter ou de relâcher les muscles qui correspondent à la partie qui bouge. Autrement dit, l'animateur plie une patte et le logiciel contracte automatiquement les muscles de la cuisse. Pour créer les mouvements de l'Indoraptor, l'équipe a étudié beaucoup d'animaux d'aujourd'hui. Vous savez lequel a été choisi ? Le chat. Et ben vous voulez que je vous dise, moi ça me surprend pas une seule seconde. Vous savez pourquoi ? L'Indoraptor, moi je l'ai flairé direct. Hein. Il court après les lasers et il joue avec ses proies avant de les buter. C'est un putain de chat. Ils s'en sont inspirés pour son mode de déplacement et pour la façon dont ses articulations bougent quand il chasse. Mais ils se sont aussi inspirés des autruches et des émeus, car leur ossature est proche de celle de l'Indoraptor. Bayona a demandé à ce qu'il ait des écailles manquantes, des spasmes et des tics, histoire d'en faire un prototype foiré et incomplet jusqu'au bout. Personnellement, j'adore le design de cet animal. Alors c'est vrai que c'est un Indominus Rex plus petit et noir, mais c'est un vrai méchant dinosaure comme on n'en a pas vu depuis très longtemps. Comme pour le premier film, mais il me semble que j'en ai pas parlé à l'époque, l'équipe a utilisé l'application Vine View pour faciliter la mise en scène. Ils importaient une réplique en 3 dimensions du décor et y mettaient le modèle du dinosaure, ce qui permettait de voir comment ajuster la lumière, le cadrage et même de voir l'espace qu'il prend dans une pièce. La scène de l'éruption du volcan a été la plus complexe à réaliser, parce qu'il fallait animer près d'une centaine de dinosaures, un volcan en éruption, la végétation, les bombes volcaniques, la fumée et encore tout un tas de trucs. Pour les décors, l'équipe des effets numériques a créé une copie du décor d'origine pour pouvoir y ajouter des éléments de destruction, les arbres détruits, le sol abîmé par les pas des dinosaures, ou alors les projections volcaniques qui tombaient au sol. Tous les dinosaures ont été animés à la main. La séquence ne permettait pas d'employer un logiciel de foule chargé d'animer plusieurs personnages à la suite sans qu'ils se rendent dedans. Lors du tournage de la séquence, les effets de chute des bombes volcaniques étaient simulés par des effets pyrotechniques, et certains étaient hyper impressionnants. Heureusement, dans cette séquence, c'est un cascadeur, c'est pas l'acteur, et le mec n'a rien eu. Pour simuler l'avancée de la lave, l'équipe a posé des nappes recouvertes d'une poudre qui brûlait à petite vitesse. Encore une fois, ça leur a permis de voir les effets de la lumière sur le décor et ainsi d'ajuster la lumière du pendant numérique. Même chose pour la scène dans le bunker. La lave était simulée par des colonnes de feu qui tombaient à travers des grilles et s'éteignaient dans un bac d'eau. Pour la gyrosphère, il y a eu différents procédés. Quand Claire et Franklin montent à l'intérieur, elle est portée par une grue. Lorsqu'elle roule, elle est posée sur un chariot tiré par une voiture. Pour le moment où elle tombe, les acteurs ont carrément dévalé 10 mètres de montagnes russes installées exprès pour la scène, qui a d'ailleurs permis d'avoir leur vraie réaction à la chute. Quant aux scènes sous-marines, elles ont été tournées dans un bassin à Pinewood, où la gyrosphère, complète cette fois, était immergée petit à petit via un bras de grue. La bande originale du film a été de nouveau confiée à Michael Giacchino. Alors, j'en ai largement parlé dans l'épisode consacré à Jurassic World, le premier du nom, donc je vais pas le refaire là. Du coup, si vous ne savez pas qui c'est ou que vous voulez savoir ce qu'il a fait, je vous invite à aller revoir l'épisode sur Jurassic World. Je vais vous laisser un petit temps, je vous attends là. Enfin, un petit temps, il dure 1 heure l'épisode.
Ah, ça y est, c'est fini. Bon, dans le monstre de sortie que j'avais fait sur Fallen Kingdom, j'avais dit que Giacchino s'était pas vraiment foulé pour composer la BO du film. J'avais dit qu'il avait repris plus ou moins que les thèmes du premier film et qu'il avait composé une ou deux bricoles en plus, histoire de... Bah, j'ai envie de dire à mon moi du passé, de quoi je me mêle. Enfin, t'es le premier à gueuler quand les suites de films n'utilisent pas les thèmes du premier film. Là, tu devrais être content. Alors pourquoi tu te plains ? Alors, par contre, étant donné que je vais parler de beaucoup de morceaux de musique, je vais faire une vidéo à part pour que vous puissiez les écouter plus en détail. Parce que je l'avais déjà dit, quand on a fait Independence Day, on met pas des morceaux de plus de 5 ou 6 secondes, parce que sinon on se fait striker la vidéo. Donc, si vous voulez une meilleure expérience sonore, bah, allez voir la vidéo qui sortira en même temps que celle-là. Dans Jurassic World Fallen Kingdom, il y a pléthore de thèmes et de morceaux narratifs. Les thèmes originaux de John Williams se font très discrets. À vrai dire, c'est surtout le thème féerique qu'on entend. Que ce soit lorsqu'on voit John Hammond ou quand les dinosaures sont relâchés par Maisie, appuyant le fait que la vie trouve toujours un chemin. Et il y a aussi celui plus aventureux qui est relayé au générique de fin. Les thèmes principaux de Giacchino sont évidemment de retour, que ce soit le majestueux, celui de l'action, et puis il y a de nouveaux thèmes. Celui de l'action mené par l'équipe de Mills. Beaucoup d'informations passent dans cette musique, les choses sont prises en main, mais elle traduit tout de suite qu'ils sont pas du bon côté. Et enfin, il y a le thème, celui de l'Indoraptor. Mais pas que, c'est aussi le thème de la science folle, qui a fait le pas de trop, qui a créé quelque chose d'irréversible. Au final, les deux se complètent. L'Indoraptor est le pas de trop, et en même temps, la science est devenue dingue et fait des pas en trop. Il se dévoile en même temps que l'antagoniste. Il monte en puissance au fur et à mesure que l'ascenseur monte. Et il termine avec un thème dramatique puissant, épique, au style gothique. Accompagné d'un chœur qui ferait presque penser à une messe noire. Comment voulez-vous que j'arrive à vous faire comprendre ce que je ressens et ce que la musique fait ressentir avec des morceaux de 5 secondes? Et pour finir, il y a ce morceau. Dedans, on entend la fin de la majesté de Giacchino, mais aussi la fin de la féerie de Williams. Pour le casting, je suis un peu désolé, mais je vais devoir faire du ping-pong avec les autres vidéos qu'on a faites. Pour B.D. Wong, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, allez voir la vidéo sur Jurassic World. Pour ce qui est de Toby Jones, allez voir la vidéo sur The Mist, et pour ce qui est de Jeff Goldblum, allez voir Independence Day. Ça fait un peu feignant de faire ça, non ? Ah, ça fait feignant, ça fait feignant. Si je le fais pas, la partie acteur, elle va durer un quart d'heure. Parce que je peux t'assurer qu'il y a encore du monde qui arrive là. Commençons par Raph Spall, qui est le fils de Timothy Spall, un acteur excellent que la plupart connaissent pour avoir été Peter Pettigrew dans les Harry Potter, mais qui a une carrière formidable. Enfin bref, c'est pas de lui qu'on parle. Son fils s'est illustré dans des séries comme Black Mirror, La Guerre des Mondes ou Trying, mais il a commencé sa carrière avec Shaun of the Dead et Une grande année de Ridley Scott, puis il est passé par Hot Fuzz, Prometheus, L'Odyssée de Pi, Le dernier pub avant la fin du monde ou encore Men in Black International. Justice Smith a commencé au cinéma avec des films comme Trigger Finger ou Everyday, mais après Jurassic World, il a joué dans Détective Pikachu, Donjons et Dragons et le 3e volet de Jurassic World. Et on doit le voir bientôt dans Insaisissable 3. Daniela Pineda s'est fait connaître dans la série The Originals, mais elle a aussi joué dans Jamais entre amis et Mr. Wolf 2. Et là, par amour du contraste, on va passer à 3 vétérans d'exception. D'abord, James Cromwell. Vous avez forcément déjà vu cette grande carcasse de 2 mètres quelque part. Comme tous les acteurs de sa trempe, il a une carrière à la télévision qui est longue comme le bras, mais parmi elles, on peut citer Six Feet Under,
American Horror Story, Broadwalk Empire, Betrayal, Succession et 24 heures chrono. Mais il s'est véritablement fait remarquer dans les années 90 grâce au rôle du fermier Arthur O'Gate dans Babe, le cochon devenu berger, rôle qui lui vaut une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Après cela, il multiplie les apparitions marquantes dans plusieurs succès critiques et commerciaux, notamment LA Confidential, La Ligne Verte, Space Cowboys, Star Trek Premier Contact, Minority Report, iRobot, Mi-temps au mitard, ça c'était vraiment rigolo, surtout quand on connaît les catcheurs de la WWE. Et puis il a joué dans des biopics et des films historiques, comme The Queen et W, l'improbable président, dans lequel il joue George W. Bush père. Et c'est qu'une partie de ce qu'il a fait. Ensuite, il y a Ted Levin, un acteur incroyable qui a longtemps été résumé à son rôle dans Le Silence des agneaux. Mais il a pas fait que ça, loin s'en faut. Hein. Au niveau film de monstres, on l'a vu dans Evolution et La colline à des yeux. Et dans les autres catégories de films, on a pu le voir dans Heat, Wild Wild West. D'ailleurs, il a retrouvé Will Smith dans Ali, le biopic sur Mohamed Ali, Fast and Furious à l'époque où c'était bien, Mémoire d'une geisha, American Gangster ou encore Shutter Island. Et il était Leland Stottlemyre dans la série Monk. La troisième grosse tête du casting, c'est Géraldine Chaplin, que j'ai d'ailleurs confondu avec sa sœur Joséphine Chaplin quand j'en ai parlé dans le Monstre de sortie. Vous l'avez sûrement compris, elle n'est rien d'autre qu'une des filles du grand Charlie Chaplin pour les gens qui sont anglophones. Alors dans la mesure où elle a une carrière plus longue que celle de Ted Levin et James Cromwell réunis, je vais cruellement faire défaut à son travail. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a tourné en 70 ans de carrière avec à peu près tous les plus grands, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Altman, De Ray, Lelouch, Resnais, Attenborough, Scorsese, Foster, Almodovar et j'en passe. Elle était Tonya dans Le Docteur Zhivago, Keystone dans Casino Royale. Elle a aussi joué dans Sur un arbre perché avec Louis et Olivier de Funès, dans l'adaptation des Trois Mousquetaires de Richard Lester, et puis dans 2 films de Juan Bayona, L'Orphelinat et Quelques minutes après minuit. On l'a vu aussi dans Wolfman, et comme tout le monde fait des conneries, elle a joué dans Blood Rain de Uwe Boll. Est-ce qu'il est possible de trouver un acteur ou une actrice qui n'a pas joué pour Uwe Boll? Oui, en fait, il y en a plein. Mais tous ceux qui ont joué pour lui, on les retrouve à chaque fois dans les monstres de films. Isabella Sermon a pour l'instant une carrière qui se résume à avoir joué dans Jurassic World 2 et 3. T'as vu 5 bonnes minutes. C'était long, hein. Bon, en conclusion, je dirais que Jurassic World Fallen Kingdom, et je pèse mes mots, je vous assure, j'y ai bien réfléchi, est le meilleur Jurassic World. La mise en scène est superbe, l'histoire est bonne, avec plein de rebondissements. Elle nous offre plus de dinosaures qu'on n'en a jamais eu, et surtout, elle apporte des choses à l'univers de Jurassic Park qui sont censés et bien foutus. Alors après, attention, hein, le film n'est pas exempt de défauts. D'ailleurs, j'ai même l'impression que dans la saga Jurassic Park, plus on va vers les plus récents, et plus il y a des conneries et des trucs qui font se dresser les cheveux sur la tête. C'est dommage, parce que ça démarrait quand même vachement bien. Le problème, c'est qu'on n'est vraiment pas sorti du sable, hein, parce que le 8e film a été lancé. On n'a pas fini avec Jurassic World. Hein. De toute façon, ils ont prévu de faire comme Star Wars. Je suis fatigué. Bon, au prochain épisode, on verra que c'est pas une bonne idée de faire du surf toute seule.